Très bien. Merci à tous les quatre. Alors, vous avez participé à ces fameux travaux, aux travaux spécifiques sur la partie transport routier de voyageurs. Je vais commencer par vous, Ingrid Maréchal. Vous avez représenté la FNTV, du coup, dans le cadre de cette conférence Ambition France Transport. Quelles ont été les positions portées par la profession, par votre voix? Oui, la FNTV a participé pour représenter les opérateurs, puisque les entreprises ne pouvaient pas être présentes au sein de ces travaux, qui étaient représentés par nombre d'élus, le GART, Région de France, l'Association des maires de France, et on était avec l'UTPF là pour expliquer la vision des opérateurs sur l'avenir du financement des mobilités. Alors on l'a déjà beaucoup évoqué ce matin et malheureusement Didier Mandelli a dû nous faire faux bond ce matin puisque pour une bonne raison. Voilà, il est retenu pour l'audition de Jean Castex au Sénat. Mais il animait ses débats avec Jean Coldefy. Et la FNTV a porté ce que nous avions développé dans le cahier d'acteurs de la FNTV, avec notamment le fait que la gratuité n'était pas souhaitable, que le versement mobilité régionale devait être mis en place dans les régions pour pouvoir financer le développement de l'offre, en particulier dans les zones périurbaines et rurales, puisqu'on a beaucoup parlé pendant cette conférence des zones urbaines et de l'importance de développer le transport en zone urbaine, mais on l'a vu aussi ce matin, c'est important pour la cohésion sociale de pouvoir avoir du transport collectif dans les zones rurales et qu'on puisse le financer en essayant de ne pas créer de nouvelles taxes et en essayant de glaner notamment le Fonds social pour le climat grâce au fléchage des ETS2 qui s'appliqueront au transport à partir de 2027 pour pouvoir financer ce choc d'offres. Voilà. Alors il y avait aussi d'autres propositions importantes. On a publié tout un cahier d'acteurs et c'est vrai que on a beaucoup parlé du déplafonnement du versement mobilité qui voilà, est une clé du développement de ces transports collectifs. Je crois que versement mobilité, justement, Monsieur Lagrave, vous avez eu ce sujet récemment, très très récemment, il me semble, au sein du Conseil régional. La question qu'on se pose effectivement en tant qu'opérateur, c'est aujourd'hui comment on va pouvoir faire, on le voit, les prochaines annonces ne seront pas forcément très favorables sur les budgets des régions, comment on va garantir la qualité, les transitions dans ce contexte de budget contraint des régions et des AOM. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ça va être toujours plus compliqué. C'est moins qu'on puisse dire, puisque là, les derniers chiffres qu'on a, c'est encore... je sais pas, j'ai entendu parler d'à peu près la même chose que l'année dernière, voire même plus en moins pour les régions. Donc, ce qui veut dire que, en gros, ça fait moins d'investissement. Nous, on a voté un budget 2025 avec 100 millions en moins d'investissement. Et on va s'apprêter à travailler sur 26, si c'est ça, pour remettre encore 100 millions en moins. Donc c'est forcément moins pour plein de choses, pas que pour les transports, mais moins pour plein de choses pour les transports. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, on a voté le versement mobilité régionale, rurale. Et donc c'était hier, avant-hier, pardon, lundi, en séance, avec comment dirais-je, on va être sympathique, des moments homériques où des gens qui votent ça à l'Assemblée et au Sénat ne le votent pas quand ils sont en région. Bon, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre, mais c'est la vie politique qui est comme ça. Et puis surtout, une préparation de ce vote, parce que le vote, c'est le vote de l'Assemblée, mais une préparation de ce vote qui était assez lunaire, pour tout vous dire, puisqu'on nous a enjoint, dans la même loi qui mettait le VMRR, de transformer le comité des partenaires pour qu'il puisse y avoir une majorité de chefs d'entreprise. Très bien. Et là, moi, je me suis rendu compte au comité des partenaires qu'en fait, tout le monde pensait que les régions touchaient le VM.
Alors j'ai bien rigolé parce que en fait, j'avais en face de moi des chefs d'entreprise qui me disaient « Mais monsieur Lagrave, arrêtez un peu vos bêtises avec votre VMRR, vous avez déjà le VM. » Donc il a fallu faire un tout petit peu de pédagogie, voire même beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait, tout le monde pense que le VM va aux régions. Enfin, une partie va aux régions. Ce qui est faux, au cas où dans la salle, il y a des gens qui pensent que les régions touchent du VM, c'est faux, c'est 0 €, 0 centimes. Ce qui fait que le point de départ, il est complètement vicié, c'est-à-dire que nous, nous, on l'a fait. Certaines régions, ça leur appartient, ont décidé de ne pas forcément le mettre en place. Bon, pourtant, c'était une demande de Région de France depuis très longtemps d'avoir des ressources financières. On n'avait pas dit il faut ça, ça, ça ou ça. On avait dit il y a un panel de possibilités, j'y reviens pas, ça a été cité. Mais la vérité m'oblige à vous dire que là, aujourd'hui, quand vous travaillez à cette question, vous voyez en face de vous des gens qui pensent que les régions touchent déjà du VM. Donc c'est très compliqué à expliquer, notamment quand vous dites en gros ce que vous faites. Et ils vous disent, oui, mais c'est pas assez, il en faut plus, il faudrait aller sur tous les territoires, là où il y a des entreprises, et ainsi de suite. Mais je dis, mais attendez, mais si vous voulez, on travaille, et dites-nous là où on a des trous dans la raquette. Vous savez, nous, on a repris les transports scolaires et interurbains qu'en 2017. Donc c'est pas vieux, on peut s'améliorer, on n'est pas obtus, on peut tout à fait travailler avec vous. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous nous avez pas fait remonter, parce que le comité des partenaires, si vous voulez, nous, on a une commission régionale transport depuis, je sais pas, moi, j'étais même pas vice-président, ça date d'il y a 20 ans. Donc, tous les ans, on invite à la coopération, à la discussion, à la communication avec tout le monde. Personne ne vient jusqu'au moment où on parle du VMRR, où là, par contre, là, c'était full des grands jours. La vérité, c'est que là, aujourd'hui, s'il faut améliorer l'offre, effectivement, le VMRR va aider. Mais juste pour vous donner un chiffre, enfin 3 chiffres pour la région Nouvelle-Aquitaine, le budget de transport de la Nouvelle-Aquitaine, c'est 1,2 milliard d'euros. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 millions d'euros qui viennent des voyageurs, tout confondu, transport scolaire, transport interurbain, TER. Le VMRR tel qu'on l'a voté lundi, ça va faire grosso modo à peu près, si l'URSSAF ne s'est pas planté, parce qu'en gros, ils mettent des fourchettes tellement galactique qu'on ne sait pas, mais enfin, grosso modo, on estime à 60 millions. 1,2 milliard, 60 millions. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique là aujourd'hui que, ça y est, les régions sont servies, la vie est belle et ainsi de suite, mais ce n'est pas du tout la réalité, alors que, et ça je le confirme, on a besoin de beaucoup plus d'offres. Et c'est là où, aujourd'hui, on a un vrai débat, et c'est vrai que la conférence Ambition France Transport a ouvert plein de possibilités, entre parenthèses, qui était déjà connu, parce que ce soit le Gard, Région de France, Pierre-Paul ou Jacques, tout le monde y allait de ses propositions. Donc on a compilé tout ça en l'espace de 2 mois, à raison d'une réunion tous les 2 jours, quoi, en fait. Non, mais je dis ça parce que ça a été à marche forcée, quand même. Dominique, il est parti. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'est pas très corporate, Dominique, il est de Nouvelle-Aquitaine. Et il cite toujours Grand Est sur l'offre TER, alors qu'on a fait la même chose. Bon, bref, je dis ça, il est parti, je lui transmettrai le message. Voilà. Non, c'est pas corporate, en fait. Bref, sans rire, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est attendu de la part de tous celles et ceux qui ont participé, mais au-delà de nous, parce que nous, on représentait nos structures respectives. Là, maintenant, c'est la loi. Parce que si vous voulez, nous, on a accepté tous de bosser comme des Romains pendant 2 mois, à faire des allers-retours tous les 4 matins, voilà. Mais la vérité m'oblige à vous dire que, ça c'est bien, c'est une belle étape, on peut faire du papier, des PowerPoint, des trucs, des machins, on peut même dire on y était, très bien, faire des photos. Pardon, mais je m'en fous. Moi, l'important, c'est la loi. Et s'il n'y a rien dans la loi par rapport à ce qu'on s'est dit, quand je dis rien, s'il n'y a rien d'applicable, notamment par les territoires. Parce que j'entends depuis ce matin les discours qui consistent à dire on va attendre. Alors, l'Europe, la France, le truc. Foutez-nous la paix, quoi. Laissez-nous faire le job. Moi, je veux bien qu'on vienne me dire ce qu'il y a à faire, mais on sait faire. On est majeur et vacciné. On est AOM, majeur et vacciné, notamment les régions, où on nous prenait un petit peu pour les derniers de la classe, là. Mais on sait faire des choses. Donc, j'aspire juste à une chose, c'est que cette loi sorte, qu'elle nous donne des moyens, et qu'ensuite, qu'on nous foute la paix pour qu'on puisse véritablement répondre aux usagers, parce que c'est ça qu'ils attendent, et non pas de savoir s'il y a une conférence, machin, truc, muche.
Justement, puisque vous êtes sur la loi, une question, gardez le micro parce que c'est une question que je devais poser au sénateur Mandeli qui malheureusement ne peut pas être présent. Je ne suis pas sénateur, ça vous a pas échappé. Hein. Non, ça ne m'a pas échappé, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait déjà. Oui, non, non. Non, on si a jamais des, je vous peux savez, une vocation. Nous, les vice-présidents de région, on est ravis. On a placé un des nôtres au ministère, donc la vie est belle. Hein. Non, mais en plus, le mandat régional est un très beau mandat. Effectivement, vous avez des Absolument. moyens et des perspectives. Je fais de ma 10e année, donc je suis encore content. un petit junior encore. Ouais. Sur la loi, revenons à la loi cadre quand même, cette fameuse loi cadre, on y met quoi? Parce que vous dites, c'est bien, on a compilé les demandes de chacun, c'est bien, mais du coup, la loi, elle porte quelle solution? Moi, ce n'est que mon avis. Hein. Je pense que dans ce qu'on a fait toutes et tous et les compromis qu'on a trouvés, ça a été très bien dit par Dominique tout à l'heure, où il y a eu des ateliers où on s'est passablement engueulé. On va dire ça comme ça. Moi, j'étais dans le 1 avec lui. On s'est passablement engueulé sur pas mal de sujets, et les uns et les autres, les uns avec les autres. Mais à la fin, on est arrivé sur des propositions qui étaient en fait des propositions sur lesquelles on est tous tombés d'accord. Et c'est le cas, à ma connaissance, dans les 4 ateliers qui étaient réunis. Si on prend ces propositions qui étaient finalement, comment dirais-je, non pas unanimes, parce que tout le monde n'a pas retrouvé ce qu'il voulait partout, et ainsi de suite, c'est normal, c'est un compromis. Ouais. Si on prend tout ce qui était dans les compromis et qu'on le met dans une loi, en tout cas avec des paliers, parce qu'on sait que les concessions, ce n'est pas tout de suite. On sait que les ETS, il y a un peu de travail. On sait que... Bon, donc on sait, mais tout ça, si on le met... Si on dit, par exemple, ce qui est une demande qui a été reprise, loi de programmation sur l'investissement ferroviaire. Bon, nous, on réclame ça depuis 50 ans. Très bien. Si c'est dedans et qu'on dit c'est inscrit au catalogue de la loi et une loi cadre, dans tout ça, on peut trouver les voies et les moyens d'écrire, en fait, les... propositions qui étaient faites dans les 4 ateliers. Et moi, je suis persuadé que s'il y a ça, alors pour le coup, ça donne une visibilité à tout le monde, en ayant en tête que oui, il y a des choses qui passent par la loi, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a des choses sur lesquelles il faut laisser les AOM bosser, leur donner plus de moyens dont acte, mais après les laisser travailler. Merci beaucoup. On va passer du côté opérateur avec vous, Clément Michel. On a besoin de stabilité, on le sait, pour les investissements, pour les transitions, pour la qualité de service aussi. C'est quand même, on en parle peut-être pas assez, au-delà des transitions. Comment on peut sécuriser, quelle était la position que vous portiez dans cette conférence pour sécuriser le financement du quart de l'interurbain en France, interurbain et scolaire bien sûr en France? Alors nous bonjour à tous. On est bien sûr contributeurs à fond de la position de la FNTV et à les pousser dans nos rendez-vous à nous, à chaque fois en nous alignant avec la position de la FNTV. Bien sûr, on se rappelle les enjeux qui ont été mentionnés à l'instant par monsieur le vice-président. Bien sûr, continuer le choc d'offres. On voit bien que le quart a une utilité très très forte. Ce choc d'offres sur la ruralité, sur le périurbain, il est nécessaire et nous voulons être là collectivement, membres de la FNTV, sur ces sujets et on les porte bien sûr. On le sait bien, hein, et ça a été débattu ce matin, qu'on a des murs d'investissement devant nous sur la transition énergétique et qu'il faut porter. Et donc on est très content et on est aussi les yeux sur la future loi cadre en se demandant bien sûr ce qui sera à l'intérieur et le collectif là se doit, chacune de ces parties prenantes, de soutenir et d'être hyper vigilant sur la mise en œuvre de cette future loi. On y aspire tous. Peut-être un sujet dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, ça a été de dire finalement quel est le partage de risque entre nous autres opérateurs privés et les AOM et est-ce qu'on n'est pas capable d'apporter
encore plus de valeur dans cette relation. Et je sais que les uns et les autres, on pense à des choses différentes quand on pense à ça, mais il y en a beaucoup. Faire venir plus de monde pour avoir un ratio de dépenses sur recettes ou de recettes sur dépenses qui s'améliore, et donc voilà, d'avoir des risques peut-être mis un peu différemment de ce qu'ils sont actuellement. En tout cas, nous, voilà, ça nous intéresse de participer de ce genre de partage de risques et de vrais alignements pour nous assurer que certains de nos concitoyens vont dire, et ça m'arrive d'avoir ce genre de remarques, oui, j'ai bien vu un car là, mais il était vide. Et donc à nous de relever le défi de faire venir le plus de monde dans nos services. Et puis, bien sûr, de participer, ça a été dit de manière explicite dans cette salle, des principes de faire contribuer plus les clients de nos services en accompagnant les AOM sur leur gamme tarifaire, sur nous assurer de la soutenabilité du modèle économique du transport public. Et ça, on est vraiment prêt à relever le gant avec... On y reviendra effectivement sur la diversification des sources de financement. Merci beaucoup. Clément, juste Louis Nègre, on va parler de votre petit dada. C'est le truc, c'est comme ça vous l'aviez qualifié quand je vous ai eu pour préparer cette réunion, sur vraiment un défi démocratique quelque part, de savoir au-delà des sources de financement, mais c'est plutôt la question du fléchage. Où va l'argent ? Où va l'argent ? Si quelqu'un est capable de répondre dans la salle, ça m'intéresse. Tout à l'heure, on fait un sondage, on verra bien. Parce que quand je demande à la ministre chargée des comptes publics, publiquement, à Bercy, devant 200 personnes, je lui dis, Madame, où est passé les 60 milliards de taxes que l'on prélève sur le domaine de la mobilité? J'attends toujours la réponse. Et c'est ça qui m'inquiète, vous voyez? Vous me parlez de démocratie. Écoutez, ça fait quelques années que je m'intéresse, que je suis ce dossier des transports. Et alors, on tourne, et on tourne, et on tourne autour du pot. Personne ne veut mettre les pieds dans le plat. Alors, j'ai envie d'être iconoclaste, je le dis et je le répète. L'État perçoit 60 milliards de taxes et de recettes, et je n'ai pas été démenti là-dessus. C'est le GART qui est allé rechercher combien on payait. Et je demande tout simplement à l'État, tout simplement, combien vous, État, revenez vers finalement la mobilité. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Par contre, on parle de l'avenir, on parle de ce qu'on pourra faire, de ce qu'on pourra imaginer. Mais moi, je dis, et voilà la position que je prends, parce que je tiens à faire passer des messages simples et clairs, que la mobilité paye la mobilité. Et si il nous revient 60 milliards, cher Renaud, on va être contents tous les deux. On est corporate, avec les collectivités locales. S'il nous revient cet argent-là qu'on paye déjà, on n'a pas besoin d'aller chercher de nouvelles taxes. Parce que je regarde, le gouvernement actuel, là, celui d'aujourd'hui, nous dit qu'il va augmenter quand même les taxes en France de 14 milliards. Pourquoi pas ? Sauf que, là encore, je me heurte à des réalités. Et ces réalités, personne n'en parle. On n'évoque pas ces réalités. Mais la France est le pays où on prélève le plus de taxes et d'impôts. Attendez, je suis numéro 1. Quand je discute avec mes collègues européens, quand je vais à Bruxelles, on me dit, chapeau bas, c'est vous qui prélevez le plus d'argent des 27 pays. Que devient cet argent ? Et vous voyez, vous avez repris cette question que j'ai posée à la cantonade et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Alors j'en ai eu, pour être très honnête avec vous, j'en ai eu quand même une qu'Ingrid a entendue. Elle a dit, la ministre, que l'État dépensait 79 milliards. Voilà, Nègre, tu dis 60 de rentrée, moi je te réponds 79. J'attends toujours
les 79 milliards ligne par ligne. Je ne les ai pas obtenus. Je les ai demandés, je ne les ai pas. Donc, quand maintenant je redescends sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si nous ne faisons pas de réformes structurelles, pas du bricolage, pas... Vous avez entendu ce que dit Renaud Lagrave, à juste raison. Bon, on a donné un versement mobilité régionale de 0,5 points, ça lui rapporte 60 millions sur 1,2 milliard. C'est pas avec ça qu'il va pouvoir faire, je dirais, le nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est quoi le nécessaire? Et là, j'aimerais qu'on remonte un tout petit peu et qu'on prenne une vision plus large. On nous dit qu'il faut décarboner, on l'a entendu tout à l'heure. Hein. On nous dit qu'il faut effectivement faire la transition énergétique. Ce sont des axes lourds des politiques européennes et françaises. On a voté là-dessus à l'unanimité, on a décidé qu'on faisait ça. Mais pour ça, il faut de l'argent. Vous ne pourrez pas faire ça sans argent. Et c'est là où je dis que les priorités pour le transport n'apparaissent pas. Alors on a de la chance. On a un ministre, là on l'a vu, on le connaît, c'est un ministre qui en veut, incontestablement. Alors là, oui. Et il a obtenu quelque chose qui n'est pas négligeable, parce que je crois que ça fait plus de 30 ans qu'on n'avait pas eu un ministre de plein exercice, c'est dire. Bon, mais il n'est pas comme dans un pays à côté de chez nous, où le ministre des Transports était le deuxième dans l'ordre protocolaire. Et là, étape par étape, Louis. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, nous avons besoin de réformes structurelles qui fassent que dans le pays, en Europe, voire au monde, où on prélève le plus d'impôts, on réoriente des flux financiers qui sont très très importants, plus importants que les copains. Quand je vais en Suisse, je prends toujours cet exemple-là parce que il taquine un peu là. Bon, eh bien, l'exemple suisse, c'est 25% de PIB en moins prélevé et des trains qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure. Ça, c'est beau. Et j'en suis très heureux. Donc, j'invite les ministres à aller en Suisse et aller voir comment fonctionne un système avec théoriquement moins d'argent. Après, si on rentre dans les détails, on va peut-être y arriver, comment trouver, en dehors de la réorientation des flux financiers qui rentrent, ça c'est la première chose, que la mobilité paye la mobilité. Voilà la position. Mais après, on peut aussi être sensible à une démarche de responsabilité. Je prends par exemple la ville de Lyon, l'agglomération de Lyon, la métropole de Lyon. Eh bien, le R sur D, le fameux recette sur dépenses, atteint quasiment 50%. C'est un exemple. Et le Gard, on est en responsabilité, on défend des collectivités et donc on défend des concitoyens, mais on leur dit que tout service a un prix. Bon. Donc, à partir de là, cette démarche, nous l'intégrons et dans les 10 propositions que le Gard a fait, la première, c'est que la mobilité paye la mobilité. Déjà, avec ça, on serait pas mal. Bien. 2, parce qu'on me dit, ah oui, non, mais la mobilité va payer l'armée. Ah oui, d'accord. Bon, va payer l'hôpital. Ah oui, d'accord. Va payer la sécurité. Mais à quoi sert alors l'impôt sur les revenus? À quoi sert l'impôt sur la société? Moi, je croyais que ça servait justement à payer tout ça. Nous, c'est sur la mobilité qu'on vient prélever l'argent. Je trouve qu'il y a des limites aux plaisanteries. Et donc, voilà pourquoi nous disons en responsabilité que la première des choses, c'est que la mobilité paye la mobilité. On se portera mieux tous ensemble. Deuxièmement, on est d'accord pour envisager d'autres pistes. Et on a les pistes autoroutières, on est bien d'accord là-dessus. Et le ministre m'a même fait l'honneur, chez lui, là-bas, devant l'Assemblée de l'Ambition France Transport, de me dire, ça y est, tu l'as obtenu. Et j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu qu'à partir de 32, à partir de 32-36, si tout va bien, les concessions autoroutières seront orientées vers le transport. C'est une avancée incontestable parce que jusque-là, je n'avais pas entendu ça. Non, c'est bien. On est en progrès constant, je le dirais. Vous voyez,
c'est un combat permanent, c'est un parcours du combattant que nous devons faire, nous, les collectivités locales, pour tout simplement faire en sorte que ce que nous faisons tous ensemble, opérateurs comme collectivités locales, c'est répondre à des besoins à la fois de décarbonation qui sont indispensables parce que notre planète se porte mal. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants? Cette transition énergétique est absolument nécessaire et en même temps, les besoins, j'allais dire, explosent sous nos yeux. Nous, à Nice, je suis président délégué de la métropole de Nice, eh bien, on en est obligé de tronçonner notre tram qu'on avait prévu il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, on le tronçonne, on rajoute des bouts. On en est là. Voilà la demande, elle explose. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vraiment aider à la transition énergétique. Donc je suis un maire de province, je suis quelqu'un de très concret sur le terrain, je sais où est l'argent, je sais qu'on peut faire différemment, et je sais qu'il y a une demande aujourd'hui qui explose sous nos yeux. Merci Louis, vous avez fait du coup vos 2 interventions en une, mais c'était très bien, merci beaucoup, parce que c'est très clair. Et en plus très punchy, ce qui ne gâche rien. Donc on l'a vu déjà, les impôts, tout ce qui relève de la mobilité revient à la mobilité, mais aussi des pistes quand même sur la partie autoroutière. D'autres pistes peut-être en tant qu'opérateur, des idées de pistes que vous pourriez avoir. Vous avez déjà parlé un petit peu de effectivement la responsabilité des clients / usagers. Je fais attention à Dominique Bussereau, même s'il n'est plus parmi nous. Quelles sont les pistes aussi auxquelles vous avez pu penser? En revenant aux fondamentaux, la sécurité, la qualité de service étant les précurseurs de l'augmentation de la fréquentation et donc de la construction d'un modèle vertueux, c'est important. Certains parmi vous peut-être connaissent l'Institut Kéoscopie qu'Elisa a monté cette année, il y a une vingtaine d'années. On sort une étude cette semaine qu'on a appelée Kéoscopie municipale. C'est la première fois qu'on fait ça. Et on est allé poser des questions à 4000 personnes qui représentent vraiment les bourgs, la ruralité, l'interurbain, l'urbain, la région parisienne. Et on est allé même poser les questions en fonction... Enfin, on pose des questions et on sait ce que les gens ont répondu, ont voté aux élections précédentes. Et là, on est à un moment de dialogue, d'antagonisme fort politique en France, et on a vu ici, en fait, un consensus entre d'où parlent les gens, de ruralité, d'urbanité, d'électeurs de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, sur tout le spectre politique, sur certains sujets qu'on a trouvés vraiment, qui nous a surpris. Et notamment quand on pose des questions en disant, ben voilà, vous avez 100 points ou 100 000 euros à dépenser sur la mobilité en général, et qu'on pose la question de savoir où est-ce que vous les mettriez, et on propose des réponses comme vous le mettez sur la subvention au litre de diesel, ou vous aidez à l'achat d'un véhicule électrique, ou vous faites plus de services de transport, ou dans le vélo, ou dans la gratuité. Et bien on voit des lignes de force comme ça, où les gens vont bien sûr investir dans les routes, dans les ponts, pour revenir à ceux dont on parlait tout à l'heure, mais que sur le vélo, par exemple, si j'ai 100 000 euros, je mets 1 000 euros sur 10 000 euros sur le vélo, et ça, c'est transpartisan. Et finalement, quand on pose vraiment les questions en passant du temps avec les gens et qu'on leur montre bien les conséquences de leur décision, eh bien, on voit beaucoup d'investissements qui se met sur l'augmentation des services, sur le fameux choc d'offres qu'on appelle tous de nos voeux. Et voilà. Et donc, quel est mon message là-dessous? C'est que finalement, ce sur quoi on travaille
travail en collectif, et finalement, il y a un consensus partagé dans la nation et que les utilisateurs, les clients, les usagers, sont prêts à participer de cet effort de financement. Et ça, c'est vraiment important. Très intéressant, effectivement, cette étude, cette analyse-là, et de se mettre en conformité, effectivement, avec les attentes des clients finaux, quelque part. Je reviens. Est-ce que je vais embêter un peu la technique? Est-ce qu'on peut revenir sur le sondage qu'on a eu tout à l'heure avant Dominique Bussereau sur la partie financement? Parce que je voudrais embêter un peu Monsieur Lagrave. On a à la fois une question SMS que je vais vous lire. Donc c'est pas vraiment une question, c'est une remarque plus qu'une question d'ailleurs, qui est éviter de concevoir des lots uniques qui regroupent des lignes régulières et des services de transport scolaire, en l'occurrence de passer d'un marché à l'OTI à une délégation de service public. Cette commande publique va certainement arranger les AOM, mais va mettre en difficulté les PME. Et si on revient sur cette slide que je n'arrive pas à revoir, mais on s'en souvient, la principale source d'évolution du modèle économique était notamment de rallonger les DSP. Il y a beaucoup de choses qui sont entre vos mains à la région. Et aujourd'hui, vous nous disiez, laissez-nous tranquilles, laissez-nous travailler. Aujourd'hui, comment les AOM peuvent évoluer dans leur rapport aux opérateurs pour effectivement répondre à ces différents enjeux? Voilà, on le revoit à l'écran. Écoutez, comme nous, on n'est pas obtus, comme je disais tout à l'heure, on a déjà changé les durées. Parce qu'en 2017, quand on a repris la compétence, il y avait des durées qui étaient décidées par les départements. Chaque département avait décidé d'une durée. On a harmonisé ça. Au début, on nous a dit c'est trop court. On a allongé la durée. Donc on travaille dans le temps avec les transporteurs. Nous, on a une conférence avec les transporteurs une fois par an. Le président de la FNTV Nouvelle-Aquitaine qui est là, on se voit assez régulièrement pour travailler là-dessus. Et je pense que ça se fait dans toutes les régions pareil. Donc après, allonger jusqu'à quand? Il faut faire quoi? 40 ans, 50 ans? Non, donc ça ne se fera pas comme ça. Et puis on peut pas, il faut distinguer effectivement les marchés entre le scolaire et le régulier. Ça, c'est une obligation. On ne peut pas faire la même chose. Par contre, après, qu'il puisse y avoir des lignes qui soient capacitaires pour à la fois le scolaire et les usagers commerciaux, ça, c'est ce que font beaucoup de régions. Et c'est ce que nous, en tout cas de Nouvelle-Aquitaine, on va faire encore plus, puisqu'on va ouvrir tous les transports scolaires, par maternelle, aux usagers également commerciaux sur les territoires ruraux. Donc, les régions déjà à l'écoute de ce besoin-là, déjà bien j'ai conscients pas de l'impression cet qu'on impératif. soit hermétique à ces sujets, puisque, en l'occurrence, nous, on a bougé, à la demande d'ailleurs des professionnels, il y a quelques années. On a fait également... tout à l'heure, j'entendais le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a dû se gourer, je crois, sur la durée d'amortissement du matériel. Il a dit 6-8 ans. Non, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, parce que sinon, par contre, là... bref, on a bougé aussi là-dessus, parce que les professionnels sont venus nous voir en nous disant, il faudrait peut-être qu'on aille... surtout sur le rétrofit, parce qu'il y a du rétrofit possible. Moi, j'entendais les cars chinois. Bon, super. Il y a qu'à rétrofiter des cars européens. Alors évidemment, ça coûte un bras. Sauf si on le prévoit ensemble, sauf si à la fin, la durée de vie du matériel est plus importante. Donc c'est des trucs qu'il faut examiner. Mais ça, on est complètement à l'écoute par rapport à ça. Mais enfin, par contre, j'ai appris qu'il fallait qu'on fasse des cars express. Alors, c'est bien ça, parce que j'allais justement vous moi interroger j'ai dû rater un épisode, parce que nous on en fait depuis 2019. Oui, alors parce que vous aviez peur que vu le timing, je vous interroge pas sur les cars express. Non. Parce qu'effectivement, c'était ma transition, mais allez-y, vous avez même plus besoin de ma transition. Allez-y sur les. Non, allez-y, je vous laisse. Non, là, j'avais une superbe question magnifique. En plus, c'est allez-y, dommage que je posez puisse pas la poser. Non, je disais, effectivement, il y a des questions de financement, mais il n'empêche que vous continuez à investir collectivement, à engager les transitions qui sont importantes, notamment dans les attentes de des clients. Et effectivement, j'allais vous parler de ces armes, puisque... D'accord. Non, mais c'était... voilà. Ouais, elle était... Non, elle était pas... Oui, alors nous, on a commencé en 2018 avec une feuille de route métropolitaine entre Bordeaux Métropole et la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça s'appelait pas CERM, ça s'appelait pas je sais pas quoi. Bon, nous, on fait beaucoup moins de communication que d'autres, on est certainement mauvais là-dessus. Mais enfin, bref, à la fin, on démarre une ligne de car express en 2019 entre Bordeaux et Créon, où on nous explique à coup de PowerPoint que ça va peut-être pas marcher, qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Bon, on est à 1000 personnes par jour, on est très contents, tout se passe bien, la vie est belle. Et à l'époque, on fait un schéma, si vous voulez, de car express déjà, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a une 50aine à faire, on est déjà une petite dizaine qu'on a démarré. Alors,
ils ne s'appellent pas tous Express, mais il va falloir qu'on leur trouve un petit nom dans pas longtemps. Bon, bref. Et aujourd'hui, si vous voulez, on les développe au fur et à mesure, effectivement, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a une demande. Il y a des endroits où il n'y a pas de train, parce que nous, on a évité de faire de la concurrence entre le car et le train, sinon il faut vraiment être schizophrène si on ne le fait pas. Et donc, à l'arrivée, il y a des endroits où on n'a pas de train, donc on a mis des cars express. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais ça coûte. Et ce qu'on a trouvé aujourd'hui, notamment du côté de la Gironde, c'est que par contre, là, alors là, on assume complètement, hein, on a levé le versement mobilité additionnel avec un syndicat mixte qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine Mobilité, que j'ai le plaisir de présider, et qui, sur le territoire de la Gironde, lève le VMA pour financer 50% du coût des cars express. Il y en a 6 au total. La mise en place, puisque monsieur parlait du vélo, on va mettre des stations, on va distribuer 900 vélos sur les stations comment dirais-je, sur les arrêts de cars et les arrêts de TER, et on va mettre en place du covoiturage sur les autoroutes. Le VMA qu'on a prélevé sert à financer les cars express sur le territoire qu'on prélève maintenant depuis 2 ans, sachant qu'il y a 25% supplémentaires qui sont payés par Bordeaux Métropole et 25% payés par la région. Ce qui veut dire que, encore une fois, laissez-nous faire. Moi, j'ai pas besoin... J'avais écouté, comme tout le monde ici, hein, un dimanche sur TikTok, le président de la République nous expliquait qu'il fallait 12 SERM en France et qu'il y aurait une enveloppe de 12 milliards. Donc nous, on s'est mis à rêver à Bordeaux. On s'est dit, waouh, super, on va avoir 1 milliard d'euros pour notre SERM. C'est Noël, quoi. Bon, ça va amplifier les trucs, on va en faire partout. Bon, on a compris qu'on n'aurait pas le milliard. On a compris, par contre, qu'on allait avoir un coup de tampon pour dire, vous allez vous appeler SERM. Pardon, mais en dehors du coup de tampon, là, aujourd'hui, ça sert à quoi ? À part faire, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Nous, on a fait à notre rythme, tranquillement, entre collectivités. On avait besoin de personne d'autre hein, pour le faire. Et donc, s'ils veulent l'appeler SERM, ils l'appellent SERM. S'ils veulent nous donner des financements, ils nous donnent des financements. Mais en l'état actuel des choses, le car express, non mais si on les a, tant mieux, hein, on ne va pas cracher dessus. Hein, mais les cars express, on les a mis en place. Le RER métropolitain avec les TER, diamétralisation avec 64 trains par jour rajoutés entre Arcachon et Libourne et de l'autre côté Saint-Marien et Langon, j'ai attendu personne pour qu'on le mette en place. On l'a mis en place avec TBM, Bordeaux Métropole, et la région Nouvelle-Aquitaine. La vérité m'oblige à vous dire que, à l'heure où nous parlons, on a effectivement besoin de la loi 4, comme je disais tout à l'heure, mais on a besoin aujourd'hui d'avoir véritablement les mains beaucoup plus libres par rapport à tous ces sujets et d'éviter, tout le monde parlait de normes depuis ce matin, pardon de vous dire que les collectivités locales souffrent aussi de toute cette volonté de recentralisation, comme si tout se passait dans le 7e arrondissement à Paris. Non, il se passe des choses sur les territoires et ce serait bien qu'on nous laisse un tout petit peu vivre notre vie. Et justement, du coup, sur ces choses pas mal qui se passent dans les territoires, un petit bilan global en conclusion de cette table ronde, Ingrid. Ces fameux cars express, ou peu importe comment on les appelle, on en est où ? Oui, parce que en fait, l'atelier auquel on a participé s'appelait AOM et SERM à l'origine. Et donc il faut quand même parler un petit peu des SERM. Donc il faut parler des SERM, et on en parle maintenant depuis 2-3 ans, mais il y a déjà 40 lignes qui existent de SERM en France ou de RER métropolitain qui peuvent d'ailleurs se faire grâce au ferroviaire, mais aussi grâce au car interurbain, et puis aussi avec du covoiturage où on a eu aussi pendant ces ateliers des auditions au-delà du travail qu'on faisait ensemble, où on a pu voir des interlocuteurs très intéressants sur le domaine de pertinence en fonction de la demande de transport, de l'intérêt de mettre une ligne massifiée ferroviaire, de privilégier un car express quand il y a un besoin un peu moindre, et puis quand il y a en zone encore plus rurale du covoiturage express, parce que et tout ça est complémentaire, et on le voit dans certains territoires où il y a une ligne ferroviaire à côté d'une ligne conventionnée et les deux fonctionnent parce que les gens ont besoin des deux, et c'est très complémentaire. Il y a eu un grand consensus, je pense, pendant cette conférence, c'était le fait que l'usager ou le client devait être mis davantage à contribution
parce que les clients pensent payer quasiment seuls leur transport, alors que je crois que c'est une étude de l'UTPF que j'ai vue ce matin, explique que l'usager ne paye que 27% et croit en payer 50%. Et pas partout, mais c'est vrai que... Oui. Donc ça, c'était un fort consensus. Mais on n'oublie pas en effet les Serm et puis tout le réseau qui va autour et l'infrastructure dont on a besoin, parce qu'on le verra avec les 10 ans d'écart Macron cet après-midi, mais on a besoin d'infrastructures d'accueil et puis de voirie, même si les cars express seront, et c'est l'État qui le dit, la première brique des RER métropolitains voulus par le président de la République. On va avoir besoin, même si c'est pas complètement indispensable au départ, de voies réservées pour avoir une vitesse commerciale plus rapide, mais on ne l'attendra pas. Et puis des infrastructures, ça relance aussi le débat sur les pôles d'échange multimodaux pour fluidifier la multimodalité et notre besoin criant en gare routière dans la profession. Voilà. Merci pour ce petit teasing pour les échanges de cet après-midi. Du coup, effectivement, on abordera ces questions de gare routière, notamment, et d'infrastructures, voire gouvernance aussi, enjeu important. On le voit, je vais déjà vous remercier. On le voit, la profession, malgré ce manque de visibilité, effectivement, sur le modèle économique, il y a énormément de travaux qui sont effectués par la profession, par l'ensemble des acteurs de la profession pour trouver des solutions. Et c'est quand même une profession qui continue à s'engager, qui continue à innover, parce que l'objectif final, il est de la mobilité pour tous, et c'est bien là le plus important. Merci à tous les quatre pour ces échanges.